5 sur 7 matin, bienvenue sur Instant Politique. La question de la révision de la Constitution continue d'alimenter les réflexions et les débats les plus passionnés. Malgré la sortie du chef de l'État pour clairement définir sa position, eh bien le sujet n'est toujours pas clos. Mieux, la mouture du test de Hassan Seibou est inscrite à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre dans quelques jours au Palais des gouverneurs. Le député du bloc républicain a assuré, bien sûr, qu'il irait au bout du processus. C'est désormais enclenché. Quelles sont les chances d'aboutissement d'une telle loi portant donc révision de la Constitution? Pour en parler, deux acteurs politiques sur ce plateau. C'est Dami Mendegan Fagla, membre de la direction exécutive nationale du parti Union progressiste Le Renouveau, enseignante également à l'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amigan. Je n'oublie pas que vous êtes député de la 8e législature également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous ce matin, Antoine Guy-Douvis-Setogbe, président du parti Grande Solidarité Républicaine, parti d'opposition. Bonjour et bienvenue. Exactement. Vous aurez pu ajouter aussi administrateur de banque à la retraite. Administrateur de banque à la retraite, voilà. Pourquoi pas. Merci donc d'avoir accepté également notre invitation pour des échanges éclairés pour les téléspectateurs. Alors, honorable Fagla, est-ce que le parti Union progressiste Le Renouveau va soutenir la proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou au Parlement? Absolument. L'Union progressiste Le Renouveau est alignée depuis le début derrière l'honorable Hassan Seibou, président du bloc républicain. Et nous saluons d'ailleurs sa bravoure parce que au moment où le débat s'est posé, où la Cour constitutionnelle a pris sa décision, il a été le premier à faire une proposition pour régler les questions qui se posent. Et donc, en tant que parti de la mouvance, nous sommes totalement alignés derrière le président Hassan Seibou. Est-ce que justement c'est une camaraderie presque de force pour soutenir un partenaire politique, où l'Union progressiste est vraiment persuadée par le débat de fond que pose Hassan Seibou? Mais nous sommes totalement persuadés par le débat de fond. D'ailleurs, il n'a pas été le premier à poser le débat de fond. Le débat de fond a été posé par un compatriote qui s'est carrément adressé à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a pris une décision à demander aux députés de revoir les tests et de rétablir un certain nombre au moins la légalité entre les maires, donc de régler les questions qui se posent. Et il fallait des propositions tout de suite. Et la première personne qui l'a faite, c'est l'honorable Hassan Seibou. Et ainsi, ce n'est pas une question de camaraderie, nous sommes un parti de la mouvance, nous sommes des partis de la mouvance. Et à partir du moment où l'un propose une solution, si la solution aboutit, eh bien, nous serons ceux-là à l'avoir soutenu. Et nous, c'est notre rôle, c'est notre devoir. Et puis nous sommes totalement alignés derrière lui. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. C'est ce que le chef de l'État a martelé. Pourquoi, justement, les partis de la majorité présidentielle s'efforcent-ils à poursuivre quand même ce processus malgré les assurances du chef de l'État qui estime que si ça doit générer des crises, si ça doit générer des tensions, autant laisser tomber? Le président de la République, comme tous les citoyens, et d'ailleurs en tant que premier citoyen, a donné son opinion sur cette question-là. Il a affirmé ses positions, il a joué son rôle, mais le fait que le président de la République donne sa position n'empêche pas les députés d'exercer leur devoir, leur prérogative constitutionnelle. Je vous rappelle que l'initiative de la révision de la Constitution peut être prise soit par le gouvernement, soit par les députés. Et les députés ont toujours, d'ailleurs en 2019, lorsqu'il y a eu révision de la Constitution, vous n'oublierez pas que l'initiative de cette révision a été portée par un député de la mouvance, l'honorable Augustin Armanvoyebla à l'époque. Donc encore une fois, un député de la mouvance a décidé de poser le problème, a décidé de nous donner des réponses, et autour de ces réponses-là, nous allons discuter. Le chef de l'État a dit que si nous menons les discussions, que si nous obtenons le consensus, si les députés obtiennent le consensus entre eux, lui, il va jouer son rôle, parce que ce sont eux, après tout, qui sont les premiers répondants du peuple lorsqu'il s'agit de légiférer. Donc, s'ils arrivent à s'entendre entre eux, c'est qu'on considère que la nation a trouvé un consensus sur cette question-là, et
lui, il va jouer son rôle, il va promulguer, mais que ce n'est pas sa position, parce que la proposition de l'honorable Hassan Seibou propose en gros que ce soit les députés de 2023, ceux de la 9e législature et les maires actuels qui parrainent. Et le chef de l'État a dit, lui, sa perception, ce n'est pas celle-là, parce qu'il préférerait, pour des questions de légitimité, que ce soit les suivants qui parrainent. Donc il y a une différence d'opinion là-dessus, mais que si nous obtenons le consensus, si les députés obtiennent le consensus, lui va jouer son rôle, il va promulguer. Monsieur Antoine Guédou, Visitogbe, l'opposition à laquelle vous appartenez, quelques voix soutenant la majorité présidentielle souhaitent pour l'heure juste des retouches au code électoral. Pourquoi ne devrait-on pas toucher à la Constitution selon vous? Bonjour monsieur les journalistes. Vous me permettez de saluer de vive voix les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Mais vous me permettez aussi de remercier une certaine jeunesse de l'ORTB qui rentre enfin dans son rôle de 4e pouvoir en donnant à la fois la parole à l'opposition et à la mouvance. C'est devenu un peu plus régulier, c'était pas comme ça. Je vous remercie pour ça. J'en reviens au sujet. Vous savez, Madame Segla a bien dit. Fagla. Madame Fagla. D'accord, excusez-moi, madame. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça justifie que je sois là ce matin parce que j'ai été informé très tard hier. Mais je ne voulais pas braver une femme comme vous parce que je voulais tester un peu la femme en politique après cette loi-là qui veut que vous soyez massivement en politique. En fait, je vais commencer par une petite histoire. Il y a un jour, un fou était allé regarder un tam-tam, la danse à Djobo. Et il constate que les gens dansent, chacun de son côté, mais reviennent toujours sur les mêmes pieds. Il dit, ah, ça là, ça ressemble à un complot. Je dis ça ressemble à un complot parce que, madame l'a si bien dit, la Cour a demandé le rétablissement de l'égalité. Et a demandé expressément de corriger le code électoral. Mais moi, à mon avis, je pense que ça devrait commencer par le code électoral s'il n'y a pas un complot derrière. Vous laissez le principal demandé par la Cour et vous vous attaquez tout de suite au subsidiaire. C'est là toute la réticence. Si vous engagez le débat au Parlement, opposition, mouvance, et que la conséquence de ce débat-là appelle une révision de la Constitution, on vous comprendrait mieux. Tel que c'est fait là, ça a manqué d'élégance. Et ça a laissé des odeurs fortes de suspicion qui font aujourd'hui que personne n'est d'accord. Et vous avez vu le député Hassan Seibou, il a persisté, il a dit je ne veux pas retirer. Vous avez dit, le chef de l'État a dit je ne veux pas qu'on change une virgule, madame. Je voudrais vous rappeler, et à ceux qui ont suivi l'histoire politique de ce pays, qu'il est arrivé un moment donné où les députés, à l'unanimité, ont décidé de modifier leur mandat pour ranger ça sur 5 ans comme le mandat du président de la République. Mais la Cour a rejeté pour défaut de consensus. Je constate ici que déjà entre vous députés, l'opposition n'est pas d'accord avec vous. Mais je constate aussi que l'exécutif n'est pas d'accord avec vous parce que c'est publiquement que le président de la République a dit c'est pas mon option. À partir de ce moment, quel est l'intérêt qui est caché derrière? Je me suis demandé 2 choses. On a dit que le député Hassan Seibou a dit plusieurs fois qu'il a pris l'avis du chef de l'État sur le fait qu'il faut écouter son mandat avant d'introduire sa loi.
Oui, mais le chef de l'État dit, je ne veux pas qu'on change une virgule. Mais voici que la Constitution a prévu l'ordre et la date des élections, la plage des élections. Mais comment veut-il ne pas changer une virgule et inverser l'ordre des élections? Comment veut-il ne pas changer une virgule alors qu'il y a un truc qui touche à son mandat? Déjà là, c'est un peu suspect. Et quand vous allez un peu plus loin, pour laisser le chef de l'État, le député Hassan Seibou, si vraiment, je vais dire, la sagesse lui recommanderait de retirer dans ce contexte international où le Sénégal nous a donné une leçon retentissante. On va y revenir. Monsieur Visitogbe, que suspectez-vous dans la démarche? Nous suspectons qu'en réalité, cette erreur qu'on a retrouvée dans la Constitution, élaborée à un moment où le Parlement était complètement monocolore. Je dis complètement, je dis même pas quasiment, complètement monocolore. Cette erreur a été glissée dedans exprès pour avoir plus tard l'occasion de réviser la Constitution. J'ai dit nous suspectons. J'ai dit nous suspectons. Une minute, honorable. La question que vous avez posée est claire. Vous avez dit que suspectez-vous? D'accord. D'accord. Voilà. Alors, honorable, qu'est-ce que vous avez envie de réagir à Oui, complètement. cela? Je voudrais dire à nos téléspectateurs de ne pas céder à la psychose que certains acteurs politiques essayent d'installer. Et le Bénin a changé de destin depuis un moment et l'alternance démocratique à la tête de notre pays est quelque chose de consacré. Et n'eût été la psychose que vous essayez d'entretenir en réalité, lorsqu'on parle de révision de la Constitution, après avoir renforcé nos acquis, ces articles qui garantissent le renouvellement à la tête de l'État, lorsqu'on parle de révision de la Constitution, les Béninois pourraient y aller en toute confiance. Et sincèrement, vous devrez être gênés d'entretenir cela. La deuxième chose que je voudrais dire, cette théorie de complotiste, là, de complot, c'est ramener le débat dans les caniveaux et ce n'est pas nécessaire. La question qui se pose est très simple. Dans l'état actuel des tests, est-ce qu'il y a un problème, oui ou non? La Cour constitutionnelle a donné une décision sur l'état actuel du code électoral. À l'état actuel, on ne peut pas aller aux élections sereinement ainsi. Il y a des petites difficultés qui vont se poser sur le terrain. Et il n'a pas limité les députés dans leur manière de régler la question. Et je voudrais vous dire que les députés peuvent amender le code électoral autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils peuvent même l'amender tout de suite et s'aligner sur ce que la Cour constitutionnelle a dit tout de suite et 2 jours après aller amender ça. Il n'y a aucune limite dans les amendements, dans les éléments, oui, que disent les tests de la sous-région? Que les tests électoraux il ne faudrait pas y toucher dans les 6 derniers mois. Nous sommes à 2 ans des élections. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose qui est vraiment dommage, que l'erreur qui a été mise a été peut-être glissée. Il a suggéré, vous voyez, ces suggestions sont dangereuses parce qu'elles rentrent dans la tête de nos compatriotes. Et je voudrais dire avec assurance ici que la révision de la Constitution qui a été faite en 2019 a été faite avec la bonne foi, le besoin de régler des problèmes avec le besoin de régler des problèmes qui se posaient à nous. Et rappelez que en réalité, cette révision de la Constitution en 2019 a eu lieu à la suite d'un dialogue politique. Et lorsque vous reprenez le rapport de ce dialogue politique, vous verrez que la plupart, quasiment tous les points qui ont été réglés, tous les amendements qui ont été menés à la Constitution ont répondu à des questions ou à des demandes inscrites dans le rapport. Alors, parce que pour
régler les exigences des politiques à l'issue de dialogue politique, il fallait obligatoirement, sur certains points, réviser la Constitution. Est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui que parce qu'on a révisé cette Constitution, nous devons regretter d'avoir des femmes au Parlement? Est-ce que vous allez dire à nos concitoyens que le fait d'avoir aujourd'hui la Cour constitutionnelle est un complot, la Cour des comptes est un complot? Vous savez, ce qui s'est passé cette révision de la Constitution a réglé tellement de problèmes. Ce qui s'est passé au Sénégal, est-ce que ça peut se passer au Bénin à partir du moment où on a inscrit les dates de tenue des élections dans notre Constitution? Nous avons des acquis que vous déniez et vous malheureusement, vous n'expliquez pas au peuple béninois. Vous avez parlé du Sénégal, mais pourquoi à côté vous n'expliquez pas aux Béninois que le fait d'inscrire les dates dans la Constitution enlève au chef de l'État sa prérogative qu'on a vécu avant, de dire oui, les élections se dérouleront tel jour. Oh, et puis finalement, non, on ira 2 semaines plus tard. Non, la campagne est censée se démarrer tel jour. Non, finalement, on ira en campagne tel jour plus tard. Nous avons ôté ça au chef de l'État. Aujourd'hui, c'est la Constitution béninoise qui dit quand est-ce que les élections vont se tenir et c'est un acquis. Vous voulez revenir sur ça? Vous souhaitez revenir sur ça? Je suis sûr que si vous demandez aux Béninois ou aux femmes parlementaires qui sont aujourd'hui au Parlement de revenir sur cette révision de la Constitution, elles vous diront non, que vous n'avez pas raison. Donc ce qui est bien, il faut avoir l'honnêteté de saluer ça. Tout n'est pas rose. Et effectivement, dans la fièvre, dans la ferveur de régler les questions qui se posaient à nous, il y a eu une petite coquille qui s'est glissée. Mais voyez-vous, dans tous les pays du monde, la Constitution, même aux États-Unis, on ne peut plus compter le nombre d'amendements à la Constitution. En France, la Constitution est révisée tout le temps. Pourquoi est-ce que nous en faisons autant un problème? Effectivement, nous sommes dans une sous-région où des questions se posent, des questions de renouvellement de mandat, de départ de la tête du pouvoir se posent. Mais le Bénin a réglé ce problème-là. Et ayez l'honnêteté de dire aux Béninois que nous avons réglé définitivement ce problème-là. Que l'alternance démocratique à la tête de notre pays est consacrée aujourd'hui. Aujourd'hui de la démarche qui est en cours. Est-ce que vous reconnaissez que cette démarche manque d'élégance, comme le disent certains? En quoi elle manque d'élégance? Si vous dites qu'elle manque d'élégance, l'élégance, comment vous jugez l'élégance en réalité? Comment vous jugez l'élégance? Que disent les textes de loi? Est-ce que cette démarche a été prise en violation aux textes de loi? Dites-moi. Lorsque vous lisez la Constitution dit qu'un député peut prendre l'initiative de la révision. Ou qu'un gouvernement peut prendre l'initiative de la révision. En quoi l'honorable Hassan Seibou a manqué d'élégance en prenant l'initiative de nous proposer des solutions? Ça a été le premier à proposer des solutions. Et sa solution, effectivement, demande qu'on révise En réalité, de quoi est-ce qu'on se plaint? La Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, je vais y arriver, a demandé qu'on rétablisse l'égalité entre les maires. Il a proposé une manière de rétablir cette légalité-là, qui oblige à toucher au calendrier électoral. On ne peut pas toucher le calendrier électoral tant qu'on n'a pas révisé la Constitution, puisque c'est consacré aujourd'hui par la Constitution. Monsieur Vicetogbe. Monsieur Vicetogbe. J'espère que j'aurai autant de temps d'antenne. Ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Vous en avez eu suffisamment. Dis donc. Sinon, vous en avez eu autant. Vous en aurez autant. Vous entretenez une psychose, a-t-on dit. J'admire le courage et la force de madame. La force de parole de madame devant un homme averti. Mais madame, vous me faites sourire. Et vous savez pourquoi? Vous dites que nous entretenons la psychose, la suspicion. Mais c'est qui? C'est encore vous. Qu'est-ce que vous avez respecté de vos engagements? Faisons le bilan. Qu'est-ce que vous avez respecté? Je ne veux pas nier les choses. Le débat sera long inutilement. Mais moi, je l'ai vécu. Mais je dis que vous n'avez rien respecté de vos engagements. Et en premier lieu, le chef de l'État. Vous savez, vous parlez de dialogue politique. Quand on était au dialogue politique, lorsqu'on a dit qu'il faut changer la charte des partis politiques, et que nous avons dit, nous travaillons dans 2 ou 3 circonscriptions électorales. Lorsqu'on sera sur toute l'étendue du territoire national, c'est bien, c'est une bonne idée, parce que ça renforce l'unité nationale. On voit tout le monde partout. Mais la charge qui supporte, on nous a dit, vous aurez désormais l'aide publique. Mais je dis, et je réitère qu'on a différé
exprès la loi sur l'aide publique. Quand c'est sorti, après on a vu ce que c'est. Prenez cette loi-là et voyez s'il y a de cohérence. Vous ne respectez rien. Ce n'est qu'un exemple. Je dis bien, vous ne respectez rien. Et vous dites, les dates, on a mis dans la Constitution. Dans la Constitution de 90, il était dit que lorsque le chef de l'État va faire un prêt, il y va négocier, il conclut, mais revient au Parlement chercher l'autorisation avant de ratifier. L'autorisation de ratification avant de signer. C'est ce qu'on a dit. C'était écrit blanc sur noir. Et c'était comme ça depuis. C'est un pouvoir de surveillance que le peuple vous a donné. Mais vous, députés, vous avez renoncé à ça. Parce que le chef de l'État l'a donné. Quand vous l'avez enlevé de la Constitution, est-ce que c'est ça qu'on a aujourd'hui? Vous voyez comment l'endettement augmente de façon exponentielle? On ne va pas faire de l'extrapolation. Je ne fais pas de l'extrapolation parce qu'elle a dit quelque chose. Je trouve des exemples précis pour lui dire ce n'est pas bon. Si vous permettez, on va essayer de circonscrire à nouveau le débat. Allons-y. Il s'agit aujourd'hui de voir quelles sont les chances, d'accord, de la mouture du texte de l'honorable Hassan Seibou de prospérer au Parlement. Madame Fagla estime que vous nourrissez une psychose inutile en tablant sur de limites de la mauvaise foi prêtée donc au gouvernement, sinon aux gouvernants actuels, ce que vous semblez tout à fait rejeter en évoquant donc des arguments. Mais ce que j'ai envie de vous demander, Monsieur Vissetogbe, est-ce que dans le fond, lorsqu'on interroge, d'accord, les idées mises sur la table par l'honorable Hassan Seibou, est-ce que cela manque de pertinence? Mais quand on prend l'article 151 de la Constitution, alinéa 1, où il n'est pas explicitement dit, par exemple, que l'élection présidentielle aujourd'hui est un duo, est un duo présidentiel, le président et son vice-président, et qu'il faille corriger ce genre de fausses notes, par exemple, est-ce que vous ne trouvez pas cela pertinent? Vous savez, on peut prendre quelques éléments impertinents et les envelopper dans des éléments pertinents pour aboutir à son truc. Avant, elle pose le problème de la Cour des comptes. Ça existait avant l'arrivée du président Talon. Ça fait longtemps qu'on disait ça. Et ça existait? Mais, bien sûr. La Cour des comptes était formelle et existait. La Cour des comptes, dans la communauté UEMOA, le Bénin est parmi les derniers à avoir la Cour des comptes. Non, mais monsieur Vissetogbe, s'il vous plaît, madame, j'ai la parole et je la garde. Soyez conséquent. Là, vous exagérez. Excusez-moi, j'ai la parole. Vous n'êtes pas crédible. Je vous retrouve la parole. Vous n'êtes pas crédible. Monsieur Vissetogbe, vous avez laissé entendre qu'il s'agissait d'un complot quand vous parlez de cette démarche de l'honorable Hassan Seibou. De quel complot est-ce qu'il s'agit? Avant ça, je voudrais apprendre à madame que la révision introduite par le président Yahya Boni avant sa mandature parlait déjà de Cour des comptes. Allez chercher les archives. Est-ce que ça a été formalisé? Vous dites que ça existait. Je n'ai pas dit que c'est formalisé, j'ai dit le problème existait. Vous n'avez pas dit ça. Non, monsieur Vissetogbe, nous sommes entre personnes adultes, d'accord? Et lorsque les propos que vous tenez aujourd'hui seront retenus par nos concitoyens. Et lorsque vous dites la Cour des comptes existe, nos compatriotes vont croire que ça existait déjà. Vous n'avez pas dit que le problème existait. Le problème a toujours existé. Je suis parfaitement d'accord. Alors, mais comme il sort du débat, je suis obligée parce que le problème qui se pose avec monsieur, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il sort là tout de suite, c'est que monsieur Vissetogbe sort du débat pour évoquer des questions. Et si je dois répondre sur ces questions, on va passer beaucoup de temps. Mais il est important pour moi de dire à mes compatriotes qu'il dit beaucoup de contre-vérités, parce que ne serait-ce que l'exemple de la Cour des comptes, il dit que nous avons dit que l'aide publique, les partis politiques seront soutenus par l'aide publique. Mais dans quelles conditions? Donc, dès que quelqu'un dit qu'il est parti politique, il faut lui envoyer l'aide publique. C'est ce que vous demandez aux Béninois, que leurs cotisations, leurs impôts, leurs taxes, que dès que quelqu'un reste chez lui, dit qu'il est parti politique et s'octroie une légitimité, il faut lui donner l'argent de l'État.
il fallait définir les règles selon lesquelles l'argent de l'État iront à ceux qui animent la vie publique. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'accord, ces partis qui réussiront à se faire élire, à obtenir des mandats, qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que d'avoir des élus communaux et des députés? Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime? C'est le fait de dire qu'on est parti politique qui est légitime. L'argent de l'État, ce n'est pas l'argent d'un individu, on ne dépense pas ça comme on veut. Dès que c'est normal que l'aide publique aux partis politiques soit suivie de règles, mais vraiment rigoureuses et qu'on s'y tienne. D'accord, honorable Fagla. Allez expliquer aux Béninois aujourd'hui, que vous souhaiterez que l'aide publique aux partis politiques soit donnée à tout individu qui se lève pour dire qu'il est parti politique. Ce n'est pas normal. La deuxième chose, vous avez parlé des prêts à l'État, des accords de ratification. Mais vous, sous Yahi Boni, qu'est-ce qui a été dénoncé plusieurs fois? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas dire la vérité? En fait, ce qui est dommage, c'est qu'en tant que personne ayant suivi l'actualité politique de notre pays depuis des décennies, vous devez avoir au moins l'honnêteté de restituer ce qui se passe et l'histoire. On a vu ici dans ce pays des députés bloquer des accords de prêt pour des questions de conviction. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? En réalité, quel est le rôle du député? C'est lorsque nous octroyons un budget à l'État, ou de l'argent à l'État, quel est notre rôle? C'est de voir que ce que l'État est censé faire avec cet argent, que ce soit fait en réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, bon, écoutez, pour éviter ces questions qui se posent, parce qu'il y a des accords de prêt qui ont des limites, des délais, qu'on doit voter dans certains délais pour en profiter. Et il s'est fait que dans l'histoire de ce pays, nous sommes passés à côté de beaucoup d'argent parce que nous prenons le temps. Donc on dit, ok, on leur donne le pouvoir de le faire, mais ils viennent justifier. Et on continue de contrôler comment ça a été dépensé. C'est ça notre rôle en réalité. On est en train là de... C'est ça notre rôle. Le rôle du député, ce n'est pas de refuser au gouvernement des subventions. C'est d'octroyer, de permettre au gouvernement d'aller acquérir des subventions, d'obtenir des subventions et ensuite de vérifier comment le gouvernement a dépensé ces subventions-là. De s'écarter du sujet principal qui nous réunit. Malheureusement, je voudrais quand même qu'on puisse optimiser le temps qui nous reste pour rester vraiment focus sur la question de la révision de la Constitution. Merci. Et qu'on ne fasse pas autant d'extrapolations qui nous font perdre du temps. Lorsqu'il s'agira évidemment d'opiner ou sinon de faire un débat sur d'autres questions liées donc, à la révision constitutionnelle précédente, notamment ces prérogatives qui, de l'avis de M. Vissetogbe, ont été donc enlevé au Parlement, on reviendra pour le faire. Mais alors, aujourd'hui, il s'agit de révision constitutionnelle. On va faire l'effort de s'en tenir, bien évidemment, à la thématique pour permettre aux téléspectateurs, évidemment, de comprendre de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Parlement. Monsieur Vissetogbe, est-ce que vous pensez que l'opposition ou la majorité présidentielle pourra, je veux dire, convaincre l'opposition, notamment le parti les démocrates, pour faire passer ce texte de loi portant révision de la Constitution? Avant de vous répondre, et puisque je suis interpellé et même accusé, donnez-moi 2 minutes, 2 mots. Je vais vous permettre d'avoir 1 minute pour opiner sur... 1 minute, ça me suffit. Oui. Madame, Cour des comptes, je suis du ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? La dette, je suis de la CA. Je sais de quoi je parle. Et écoutez, je suis désolé. Cela ne veut rien dire. On va permettre nous ne sommes pas dans une querelle de ménage, madame. On va s'écouter. En plus, vous êtes ma mère, vous êtes ma soeur, vous êtes ma femme. Je suis votre soeur. Alors, il faut adoucir le débat. Vous êtes trop agressif là. Vous voyez ce que je dis? Moi, pour ce qui concerne les accords de prêt, tout ça là, j'en ai été chef de service pendant plus de 5 ans à la caisse autonome d'amortissement. Toutes les formalités. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je ne veux pas aller plus loin. On peut faire le débat dehors si vous voulez. Et je vous donnerai les éléments qu'il faut. On fera le débat. D'accord. Revenons à présent à la question de la révision constitutionnelle. La question. Comment est-ce que la majorité convainc l'opposition? Vous savez, il n'a pas à convaincre l'opposition sur des choses qui vont dans le sens qui ne sert pas le peuple. Vous avez suivi la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal
En ça, le professeur Olo a fait un certain nombre de sorties ici. La question de mandat ne peut pas être touchée. Ça fait partie des balises de la conférence nationale. Transformer la Constitution en chiffon, rallonger le délai qu'on veut, diminuer qu'on veut, nous ne pouvons pas souscrire à ça. Maintenant, vous savez, dans un groupe, chacun a sa façon de voir. Les gens ont reçu des instructions, une certaine éducation politique, mais on ne peut pas forcément prévoir ce qui va arriver. Seulement, c'est parce que tout est dénaturé ici. Sinon, quand vous négociez, le groupe, ce que le groupe dit, c'est ça qu'on fait. Alors, mais le débauchage a continué. C'était ça hier, mais ça a continué. Et dans ces conditions-là... Vous avez des inquiétudes alors? Absolument, des inquiétudes légitimes. Mais nous faisons confiance en ces députés-là. Vous parlez des députés LD. Hein? Les députés LD, nous sommes ensemble avec les députés LD. Et lorsqu'ils ont été élus et que je leur ai donné une communication en Poso-Tomé, j'ai été clair là-dessus, sur cette question-là. Sur la fidélité que j'attends d'eux. Mais le peuple constatera s'ils font autre chose. Et l'intérêt à tirer de cette chose-là, si c'est quelques députés, c'est de constater que la lutte pour la corruption n'a pas réussi. C'est de constater que, au-delà de tout ce qu'on reproche au président Talon, il a révélé la classe politique béninoise. Sinon, quand il dit « je ne veux pas », et que d'autres disent « c'est ça qu'on doit faire », posez-vous des questions. Est-ce que ça ne met pas en évidence, si vous permettez, Marcel Arrosi, est-ce que ça ne met pas en évidence le fait que le chef de l'État ne détient pas le monopole, l'orientation à donner à la vie de la nation et que justement les députés peuvent se saisir de ce droit que la Constitution leur confère pour changer les choses, si tant est que cela va dans une logique progressiste des choses? Vous comprenez, dans une Constitution, il y a des balises. Et puis il y a les prérogatives que le peuple vous a données. Prérogatives de gardiennage. Et ça ne peut souffrir d'aucune entorse. Vous voyez? Et le chef de l'État même, ayant dit, je ne veux pas qu'on change une virgule. Ça, c'est la volonté personnelle du chef de l'État. Attendez, le chef de l'État, c'est une institution. Il n'a plus de volonté personnelle. Bien sûr. C'est l'exécutif. Et comme par le passé, on avait reproché au Parlement de ne pas avoir réussi à avoir le consensus avec l'exécutif, pour nous, c'est une jurisprudence et nous sommes très disciplinés. Ils sont nombreux à ne pas vouloir qu'on touche à la Constitution, le chef de l'État, y compris Patrice Talon. Le BR, je reprends ainsi la manchette d'un de nos quotidiens paru et parvenu à notre rédaction aujourd'hui, engagé dans une révision forcée de la Constitution, le BR et l'UPR dont vous faites partie ne font-ils pas douter le peuple de la franchise du chef de l'État? Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, je voudrais dire quelque chose. Ce que vous voyez là est lié au fait que le débat sur la révision de la Constitution est un débat unique. C'est un débat exceptionnel. C'est un débat qui ne se mène pas comme les autres débats. Et on veut faire croire à l'opinion publique que le chef de l'État dit une chose et les députés font autre chose. Ce n'est pas vrai. Le chef de l'État est libre de s'exprimer comme tous nos compatriotes sur la question. D'ailleurs, en 2019 également, il a été très clair sur la question, il ne souhaitait pas de révision de la Constitution. Mais est-ce que le député, tout à l'heure, le monsieur Vissetogbe a parlé de prérogatives de gardien des députés. Mais les prérogatives de gardien n'enlèvent pas aux députés leur droit et devoir de proposer des tests, les tests les plus pertinents possibles. Et dire que
l'UPR ou le Bloc républicain et l'UPR s'entêtent, c'est une manière de voir les choses, mais qui n'est pas vrai. Puisque s'il n'y a pas consensus au Parlement, on verra ce qui sortira. Moi, je ne suis pas parlementaire aujourd'hui, mais quand ils iront débattre sur la question, nous verrons ce qui sortira de leur débat. Et on prendra tous acte. Et je voudrais dire, excusez-moi, je voudrais dire que l'Union progressiste Le Renouveau, dès que le débat s'est posé, la question s'est posée, à partir du jour où ils ont été reçus par le chef de l'État, a donné sa position également. L'Union progressiste Le Renouveau a dit que sa position à elle, c'est que ce soit les députés ou les élus de janvier 2026 ou de 2026 qui devront être parrains pour des questions de légitimité. Et l'Union progressiste Le Renouveau fait une proposition dans ce sens. Mais cette proposition n'enlève en rien le soutien de l'Union progressiste Le Renouveau au Bloc républicain. Puisque nous voyons comment le débat se passe, le Bloc républicain étant le premier à avoir posé des solutions, nous allons aller au débat. Et si ça ne se passe pas bien, même les démocrates ont posé également des solutions, ont proposé également des solutions. Si ça ne se passe pas bien, toutes les solutions seront étudiées afin qu'on puisse régler la question. C'est tout. Alors, de quoi avons-nous peur? Le fait de ne pas avoir la caution du chef de l'État, si vous permettez, est-ce que le fait de ne pas avoir la caution du chef de l'État ne constitue pas presque un handicap pour les parlementaires de la majorité présidentielle, quand on sait que le chef de l'État est quand même le leader justement de cette majorité? C'est lui qui imprime le ton. Et dire aujourd'hui publiquement qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule, est-ce que le texte ne va pas au Parlement avec un handicap? Pas du tout, absolument pas. Et vous serez surpris de voir l'attitude des députés de la mouvance lorsque le test sera à l'étude. C'est pour la première fois que vous allez contre la volonté du chef de l'État. Voilà, ça, vous voyez, ça me fait un petit peu rire parce que effectivement, nous ne sommes pas des députés Vuvuzela, nous n'étions pas des députés Vuvuzela, et les partis de la mouvance ont toujours dialogué avec Patrice Talon sur toutes les questions majeures pour nos compatriotes. Sauf que nous ne faisons pas devant les caméras. Il y a un certain nombre de questions que nous avons réglées, de problèmes, de solutions, de problèmes que nous avons posés et qui ont trouvé des règlements, mais dont certains se sont saisis des règlements parce que eux, ils font du bruit autour lorsqu'ils en parlent. Mais pour discuter avec quelqu'un, pour obtenir des résultats, il faut être capable de s'approcher de la personne. Et les partis de la mouvance ont cette différence-là, qu'on a pu discuter de sujets sérieux avec le chef de l'État, mais hors caméra, hors micro. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la révision de la Constitution est exceptionnelle. D'accord, c'est un sujet exceptionnel. C'est un débat passionné, passionnant. Et le camarade Hassan Seibou, le président du groupe républicain, a été le premier courageusement à proposer une solution. L'objectif, c'est quoi? C'est de rétablir l'égalité, n'est-ce pas? Et la légitimité. Il a proposé une solution que nous allons suivre. Si on n'y arrive pas, il y a d'autres solutions sur la table. Et le président du Parlement, l'honorable président Louis Blavonou, va programmer l'étude de différents tests. Et puis, si l'un échoue, on ira à l'autre. Ils trouveront une solution. Ayons confiance en nos députés, parce que vous avez parlé tout à l'heure de débauchage. Mais dis donc, les pratiques ont changé. Moi, j'ai été membre de la 8e législature et je sais ce que les anciens députés racontaient de ce qui se passait sous les législatures précédentes. On n'y est pas les encore, déplacements de valises. C'était monocolore. Moi, je ne pouvais pas savoir. Donc, les débauchages... Ah bon, dis donc. Oui. Non, vous faites preuve de... Il ne peut pas avoir de débauchage puisque vous êtes les mêmes. Vous faites preuve de mauvais... C'est blanc, bonnet, blanc. Vous faites preuve de quel débauchage vous avez parlé à ce niveau-là? Monsieur Bissé-Togbé, comment le règlement... Madame, je vous tolère. Je vous tolère. Comment le règlement de ce problème est-il possible de façon concrète en se limitant au code électoral? Voilà. La Cour veut que ça se limite au code électoral. Et il aurait fallu, c'est pourquoi elle dit que ça manque d'élégance, il aurait fallu recueillir toutes les solutions possibles à ce niveau-là. Si ça ne marche pas, on peut aller à la norme supérieure. Maintenant, systématiquement, eux, ils veulent aligner la norme supérieure sur la norme inférieure, ce qui est une antinomie juridique. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Moi, j'avais proposé déjà, bien avant M. Hassan Seibou, quand j'ai commencé par entendre ces choses-là, j'ai dit, mais c'est simple, hein? Puisqu'il y a rupture d'égalité entre les maires, il faut enfermer dans le code électoral
le délai, l'installation des maires dans un délai. C'est une possibilité. On peut aussi, compte tenu du délai qui nous reste, revoir un peu les temps prévus, les écarts de temps entre les élections. C'est des possibilités. Et ça met tout le monde à l'aise. Mais on n'a pas envisagé ça. Et tout de suite, c'est la révision de la Constitution. D'accord, et c'est ce qui vous dérange. C'est ça qui me dérange. Très bien. Moi. Merci beaucoup à vous, M. Antoine Guédou Vissétogbe. Vous êtes président du parti GSR Grande Solidarité Républicaine, administrateur des finances également à la retraite. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir justement mené le débat avec nous. Désormais, votre avis sur la question est clair, très clair d'ailleurs. Vous ne voulez pas, comme d'ailleurs le chef de l'État, qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Pour vous, la solution peut tenir dans une révision, une modification du code électoral. Merci beaucoup à vous également. Honorable Sedami Médigan Fagla, vous êtes donc membre de la direction exécutive nationale du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir fait le débat avec nous ce matin sur 5 sur 7. Tout le plaisir est pour nous. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vous savez bien que non. Je suis disponible. Vous savez bien que non. Lorsque la nation appelle, il faut être disponible à tout moment. Oui, c'est hier à 22h qu'on a conclu, mais je suis là. Très bien. Malgré mon âge. On va pas dévoiler les coulisses de ce rendez-vous télé. Non, c'est pour vous dire ma disponibilité. Absolument, et nous en sommes reconnaissants. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin. Ici, je rentre universellement pour nous de nous arrêter et de. L'épouse et tout le reste. On va